Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Source, salut Big Rusty, bangers on bangers. Dana White vient d'annoncer deux gros événements, quelques gros combats pour finir l'année tout simplement, avec en co-main event de l'UFC 295 le 11 novembre prochain, donc il y a Jon Jones, Stipe Miocic en main event, co-main event. Accrochez vos ceintures, Jiri Prochazka contre Alex Pereira, et pour le mois de décembre, main event, Colby Covington contre Leon Edwards, co-main event, Alexandre Pantoja contre Brandon Royval, Mister Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100€ de bonus sur ton premier pari. Alors Big Rusty, on va commencer par évidemment Alex Pereira contre Jiri Prochazka qui, lors de tout autre événement, serait main event. Là on est dans une situation, et même Ariel Helwani en a parlé une nouvelle fois, Helwani bien taquin avec l'UFC, où il a dit formidable combat, superbe opportunité, et évidemment il n'y a pas besoin de partager les points de pay-per-view vu que c'est un co-main event pour Jiri Prochazka et Pereira. Mais sur le papier, oh là 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 là, on parle de deux gars qui sont pour moi deux des plus belles signatures all-time de l'UFC, deux gars qui sont arrivés avec un certain pédigré, quand je dis certain pédigré, d'un côté champion du Rising pour notre ami Jiri Prochazka, double champion du Glory pour Pereira. Les deux gars, en l'espace de en l'espace de 4 combats pour Alex Pereira, a complètement révolutionné la catégorie et insufflé un nouvel intérêt dans la catégorie middleweight et la light heavyweight. Et du côté de Monsieur Jiri Prochazka, c'est que 3 combats à l'UFC, 4 bonus, Big Rusty. Déjà, tu sais que ça va être un truc monstrueux quand Dana White t'annonce une vidéo sur YouTube et qu'il te gueule dans les oreilles pour aucune raison. Ça, j'adore le principe. Et effectivement, c'est vraiment monstrueux. En fait, c'est ça qui est bien. Mais non, mais en vrai, bonjour à tous, c'est parti. Mais oui. Il te parle comme si t'étais dans un énorme festival au Hellfest et en plein concert en fait, alors que à la base il a quand même un micro et personne ne parle dans le studio, tu vois. Mais bon, c'est voilà, il est dedans. Mais effectivement, c'est ça qui est mortel, c'est que au-delà de, oui, probablement qu'il y a des considérations d'ordre financier, pas de point de pay-per-view, etc. pour ni Jiri ni personne et machin. C'est clair que en tant que carte, celle-là, là, il n'y a pas de problème. Les yeux ils vont s'ouvrir immédiatement quand il sera 4h du mat et qu'il va falloir suivre le début de la main card, tellement on va être hypé pour ce combat-là. Et en fait, et pour toutes les bonnes raisons, parce que un combat comme ça, entre Jiri et Alex Pereira, où tu sais que ça va être spectaculaire, mais il n'y a même pas de doute, parce que ça n'existe pas un combat de Jiri Prochazka où c'est pas le cas au total, où c'est pas la guerre, et ça n'existe pas un combat avec Alex Pereira où il y a un moment donné une dinguerie qui va se passer dans un sens ou dans l'autre. Donc j'espère, oui, c'est un combat pour le titre, donc il y aura 5 rounds. Franchement, si ce combat va à la décision, je te file un truc de valeur, je sais pas quoi, mais je te file un truc. Non, mais ça va être. Parce que là, mais je suis entièrement d'accord avec toi. C'est deux mecs qui ne savent pas gérer. Et justement, si vous avez regardé le dernier combat de Pereira où vous étiez un peu déçu, c'est parce que notre cher Jan Blachowicz qui avait dit durant tout l'avant-combat, et ça je n'oublierai jamais, en mode j'ai envie de me tester debout, nanani nanana, on a bien vu ce qui s'est passé quand il était dans la cage face à Alex Pereira. Ouais, et puis en soi, moi j'ai pas trouvé le combat non plus chiant dans le sens, c'était pas Carl Esparza contre Rose Namajunas, tu vois, enfin, c'était pas Ngannou Derrick Lewis. C'est juste que c'était un rythme et un, et un nombre d'événements exceptionnels qui se passent à la minute qui était moins que ce dont on a l'habitude avec Alex Pereira. Mais ça frappait dur, il y a eu des énormes mandales d'un côté et de l'autre. Enfin, c'était quand même technique ce qui se passait, même si effectivement il y avait quand même bien moins de frappes, etc. Moi, j'ai pas été non plus déçu par ce combat en vrai, hein. Et parce qu'on connaissait Blachowicz. Donc là, enfin, ça, c'est quand même, il est connu pour être méthodique, c'est pas un feu follet, Blachowicz, quoi. Tandis que là, avec Jiri, et c'est une des raisons pour laquelle c'est mortel, c'est que en plus, il a un style qui est tellement bizarre, Jiri, que je n'ai aucun problème à le voir mettre KO Alex Pereira. J'ai aucun problème à le voir se faire mettre KO aussi. Moi non plus. Et c'est ça qui est bien. Mais c'est que, tu vois, on a le meilleur exemple possible de la vie avec ce qui vient de se passer avec Adesanya contre Strickland.
T'as des styles, quand tu les comprends pas et que c'est pas des styles académiques de boxe que t'as toujours connus avec 95% de tes sparring tranquille, une mécanique de frappe que tu connais, des trucs que tu connais, quand t'as un mec qui arrive et qui a une espèce de crise d'épilepsie devant toi, mais qui se finit par des parpaings dans la fif, bah c'est vrai que c'est compliqué à gérer. Et c'est pour ça qu'il a autant de succès, Jiri. Je crois que j'avais été regardé, il n'a pas été à quelque chose d'autre qu'un énorme finish depuis 2017. Ça fait 7 piges que le mec n'arrive pas à faire que des énormes bangers qui se finissent en apocalypse. Et c'est ça qui est bien en fait, c'est que il y a une vraie inconnue, même si le combat reste debout et que Jiri l'annonce et que Jiri le fait, parce que les deux sont connus pour en mettre des énormes et en encaisser des énormes. Donc et avoir des styles spectaculaires. Et lorsqu'ils vont se rencontrer l'un contre l'autre, je pense qu'on n'est vraiment pas prêt. Et même si ça va au sol ou en lutte ou quoi que ce soit avec Jiri, parce qu'il peut y aller, même si c'est jamais vraiment lui qui l'instaure, bah, ça va être intéressant quand même. Il a pas réussi à vraiment faire ce qu'il voulait en lutte ni au sol, Jan Blachowicz. Jiri Prochazka, du coup, j'ai du mal à croire qu'il pourra faire beaucoup mieux. Mais en soi, vu que debout, de toute façon, c'est là qu'il veut probablement être Jiri, vu que c'est un samouraï et que c'est là que ça va se passer, bah, c'est pas très grave. Et ça n'empêche le fait que pour moi, en vrai, gants de 4 onces, style de n'importe quoi, mais chaotique, mais méthodique malgré tout, dans la folie de Jiri, je dis pas 50-50, mais bah si, en fait, presque. Alright, non, je suis entièrement d'accord avec toi, Rusty. Je partage complètement ton avis. Je pense que la créativité fera que. Et même si, et tu vois, même si Jiri Prochazka va au sol, comme ce qui s'est passé contre Glover Teixeira, on n'attendait pas du tout cette fin-là. Tu vois, moi j'adore les gars qui, si tu vas au sol, t'es un mec comme Charles Oliveira, comme justement Jiri Prochazka, où t'as toujours cette intention de Ouais. fille, ou même Habib, tu vois, tu temporises pas. C'est pour ça que Jan Blachowicz, moi ça m'avait un petit peu énervé, c'est qu'il avait fait Ouais. ce qui s'était passé pour lui contre Gustafsson, où tu sens que t'es dépassé debout, du coup tu temporises, même si on se souvient tous du premier round où il a essayé de finaliser MPA, mais il n'y avait pas ce même frisson, on va dire, quand ça allait au sol, tu te dis, oula, là le mec ne pense Ouais. qu'à ça. Et avec Jiri, c'est ça que j'aime bien, c'est que ce soit debout, n'importe quelle position, j'ai envie de dire, le mec est dans cette recherche de finaliser le combat, et c'est pour ça que moi j'adore ce genre de combattant. Donc je pense que ça va être super. Alex Pereira, bon bah, je pense que maintenant vous le connaissez aussi, donc ça va être incroyable. Et surtout, ce que j'adore, mais vraiment ce que j'adore là avec cette soirée-là, c'est qu'on va vivre ce truc-là, et juste après on sera, ah oui merde, en fait là il y a John Jones, Stipe Miocic juste après. Oh mon Dieu. Non mais c'est une dinguerie, c'est vraiment Oh. une dinguerie. Ça va être incroyable. Bref, donc j'ai vraiment hâte pour ça. Ah Deuxième, non, mais. vas-y. Et juste avant qu'on entre sur le deuxième, en plus au niveau, s'ils la jouent comme ça et s'ils y vont à fond l'UFC, le storytelling samouraï versus indien d'Amazonie, mais sauf que les deux, en fait, c'est comme dans Street Fighter, c'est oui, ils sont comme ça, mais c'est quand même les meilleurs combattants du monde. Il y a un storytelling à faire avec des trucs de katana ou de Jiri qui fait des cris dans la forêt ou qui fait de la méditation, et après des plans avec Poatan qui chasse à l'arc avec sa tribu ancestrale, son costume, bon, pas un costume, comment on appelle ça, euh, bon, son truc Et on l'a, qu'il a ouais, sur lui, complètement. ancestral, Ouais. voilà. Et ben, ça peut être tellement, mais ça peut être mythique en fait. Ça peut être historique en termes de trailer qui nous file des frissons, on n'arrive plus à bouger. Voilà, ça va être incroyable. Non, il faut juste ensuite que le combat délivre. C'est juste ça ma petite hantise, mais on a sur le papier quelque chose qui peut être du calibre justement Dustin Poirier, Justin Gaethje, où tu vois les deux mecs se respectent, mais ils savent. Tu vois, genre quand Dustin Poirier dit bon bah on sait qu'on va se retrouver à l'hôpital après le combat, tu vois, parce que tu sens, et puis même dans Ouais, les Sterdin en mode ok là on va ouais. perdre des PV, mais pour la bonne cause, j'ai envie de Ouais, dire. bah c'est ce que disait Strickland, c'est voilà, on va perdre un petit peu de matière cérébrale, mais bon bah c'est tu échanges de la matière cérébrale contre de la gloire pour les dieux du MMA. Et franchement, là, le pourcentage de chances que ça se finisse en mode bah, soit Ngannou Lewis, soit Nick Diaz Carlos Condit, je pense que là, on est vraiment quasi proche de zéro parce que les deux sont dans des dynamiques où ils explosaient tout le monde. Même si, bien sûr, Pereira sort d'une défaite contre Adesanya, mais il lui faisait salement mal, et contre Blachowicz, voilà, il lui faisait mal aussi. Donc, je pense qu'il n'est pas en mode dette de confiance comme avait pu l'être Francis. Et puis, on savait que Derrick Lewis, il avait un style très attentiste. Carlos Condit, on savait qu'il y avait Greg Jackson dans le coin. Là, il y a rien qui nous indique que ça peut être chiant. Rien.
Ah, rien. Donc réponse au mois de novembre prochain, Madison Square Garden, Big Rusty. On enchaîne avec le main event du mois de décembre prochain. Donc oui, pas de Conor McGregor, pas de Sean O'Malley. Je pense que ce n'est pas dû au hasard et à mon avis, les deux reviendront sur le premier pay-per-view du mois de janvier pour salement démarrer l'année pour l'UFC. Donc Big Rusty, là on aura Colby Covington en main event contre Leon Edwards de l'UFC 296. Souvenez-vous, en mars dernier, Leon Edwards dit ouais, non, je vais pas l'affronter, machin. Bon, bah finalement, il va affronter Colby Covington. Colby Covington, c'est une situation particulière, hein, parce que lui aussi, il doit avoir une stat qui est terrible, par rapport à, quand je dis genre, par rapport à ses victoires, je crois qu'il a aucune victoire, j'ai peur de dire des bêtises, mais contre un mec classé chez les welterweight, parce que il est dans une situation, Colby Covington, où il combat extrêmement rarement et à chaque fois ça lui suffit justement pour être toujours dans les petits papiers de l'UFC. Et c'est vrai que si on regarde, je crois que j'ai peur de dire la bêtise, mais sa dernière victoire c'est pas contre Masvidal en main event l'année dernière, en mars 2022. Voilà, on en est là pour Colby Covington. Donc c'est là où j'ai un petit peu de mal, c'est que c'est quelqu'un qui certes est extrêmement fort, mais une catégorie welterweight où ça bouge toujours pas des masses, et où d'un côté on a Leon Edwards qui là a confirmé son titre de champion contre Kamaru Usman face à l'inconnu Colby Covington qui, c'est vrai, lors de la revanche contre Kamaru Usman, il était bien revenu, mais au début du combat, il nous avait salement inquiété. Donc je sais pas dans quel état il va arriver. C'est vrai qu'avec Big Rusty, on n'avait pas vraiment trouvé qu'il y ait eu de progrès de sa part avec son changement de gym. Ben, on avait même trouvé l'inverse, hein, si je me souviens bien, à savoir que dans les premiers rounds, avant qu'il n'y aille au cœur et au cardio, et parce qu'il commençait probablement à peut-être prendre un rythme différent et à capter un petit peu le rythme et le timing de son adversaire Kamaru Usman, mais avant ça, je me souviens que debout, il spammait les mêmes attaques super bizarres qui ne servaient pas à grand chose. On sentait qu'il y avait une régression technique générale debout en tout cas. Donc, c'est clair que son dernier combat ne met pas en confiance. Quand tu rajoutes l'inactivité là d'un an et demi. Et contre Masvidal, c'est pas un combat où vous apprenez quelque chose parce qu'il s'est passé ce que tout le monde voyait qu'il allait se passer, ou stylistiquement c'était très compliqué pour Masvidal. C'est pour ça. Donc, c'était compliqué d'en apprendre quelque chose de son... Enfin, on en a appris quelque chose, mais pas forcément des trucs qui vont dans le sens de Colby contre Usman, et ensuite contre Masvidal. C'était bien pour voir que Colby reste à un très bon niveau, mais on n'a pas appris beaucoup de nouvelles choses, comme tu viens de le résumer. Donc, en fait, moi, petit à petit, j'ai un peu l'impression d'avoir un espèce de Miocic bis. Alors, il est beaucoup plus vendeur que Miocic parce qu'il trash talk, mais en termes d'intérêt, j'en ai quand même plus que pour Miocic. Miocic, le seul intérêt que j'ai dans ce combat, c'est que c'est contre John Jones, c'est tout. Là, il y a quand même une question, il y a quand même... J'ai énormément de mal à voir un Colby poser des problèmes debout à Leon, en tout cas dans les premiers rounds. Donc, on va voir comment est-ce qu'il arrive, mais ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu, ça fait tellement longtemps qu'en plus, après le truc avec Masvidal, qu'on ne l'entend même plus beaucoup sur les réseaux sociaux finalement, que le soufflet il est un peu redescendu quoi. Je partage ton avis, Big Rusty, et de toute façon avec Leon Edwards, c'est pas comme s'il y avait une histoire avant, c'est juste qu'il voulait la ceinture. Je pense que surtout là, l'UFC, ils sont dans une situation où, et c'est pour ça qu'à mon avis, il y a pas non plus Sean O'Malley, ils tablaient sur un retour de Conor McGregor à cette date-là, avec Sean O'Malley, et là ils sont en mode putain, comment on fait pour un petit peu réparer ça en ayant ce pay-per-view de décembre qui historiquement est une date importante pour l'UFC. Mais souvenez-vous déjà l'année dernière où ça a été compliqué avec, finalement c'était quoi, c'était Jan Blachowicz contre Ankalaev en main event, et le combat était tellement nul que Dana White s'était barré, et finalement ils avaient dit bon on va faire Jamalil contre Glover Teixeira au mois de janvier en main event en light heavyweight pour le titre. Enfin, on sent que c'est une galère un peu pour l'UFC, et là ils essayent un petit peu de sauver les meubles avec ce combat là. Bon, moi ce que j'aimerais bien pour le coup, on va y avoir ce combat, je mets quand même un avantage à Leon Edwards qui m'a impressionné. Qui m'a impressionné oui et non, parce que contre Kamaru Usman aussi l'a dit récemment, il est peut-être revenu un petit peu trop tôt, et donc moi je crois pas vraiment une régression de Kamaru Usman, mais plus mentalement, tu vois, il était peut-être pas là où il devait être contre Leon Edwards. Et le combat précédent pour Leon Edwards, c'est le combat contre Kamaru Usman. Oui, il y a ce KO-là et j'enlève rien à sa performance, mais jusqu'au KO, il était dominé contre Usman. Donc là, c'est peut-être le premier, pas vrai combat, je sais pas comment dire, mais tu vois, le premier vrai test depuis un moment pour Leon Edwards face à quelqu'un de frais, parce que Colby Covington, il a certes changé de gym, mais c'est pas comme s'il y avait des interrogations sur là où il était et tout. Mais sur le papier, je mets quand même avantage à Leon Edwards, mais en tout cas, c'est un combat avec beaucoup d'inconnus, et globalement, j'aimerais bien, peu importe ce que Colby
ou que Leon Edwards gagne, qu'il y ait de l'activité ensuite chez les gars. Et quand je dis qu'il y ait de l'activité, bah tu vois, il y a Belal Muhammad. On savait tous qu'il allait pas faire la ceinture parce que c'est un mec qui n'intéresse pas grand monde, malheureusement. Vous le savez, l'UFC, c'est un sport, mais aussi un business. Et donc, quand vous vendez des pay-per-view, il faut qu'il y ait des gars qui intéressent les gens. Mais j'aimerais bien, tu vois, voir pourquoi pas sur cette carte-là, en co-main event, puisqu'il y a Pantora contre Rival en co-main event, Belal Muhammad contre un autre gars bien classé. Et comme ça, par exemple, Rakhmonov, qui a dit récemment qu'il n'avait pas de combat prévu, tu fais Belal Muhammad contre Rakhmonov en disant le prochain il a le title shot. Et comme ça, tu vois, ça permet d'avancer. Ou même Ousmane qui n'a pas de combat, je dirais, ok, il est sur 2 défaites consécutives, mais il y a pas si longtemps que ça, on était en train de tous se dire putain, c'est peut-être le GOAT. Donc pourquoi pas avoir Belal Muhammad contre Kamaru. On l'a tous dit exactement comme ça en plus. Ouais, exactement comme ça, en se disant pourquoi pas Kamaru Usman contre Belal Muhammad et le vainqueur à le title shot, mais en tout cas être dans une catégorie où, enfin je veux dire, c'est la catégorie welterweight, c'est moins de 77 kilos. Historiquement, c'est pas une catégorie où on est censé être, on n'est pas censé être poussif comme ça, à se dire putain ça fait chier et tout. Moi j'ai envie, tu vois, qu'il y ait de la vie dans cette catégorie-là, qu'on soit pas même avec ce qui se passe avec Khamzat Chimaev, où tu vois là il est passé en middleweight, mais on sait pas vraiment si c'est un passage définitif, personne n'en parle vraiment, comme si tu vois Dana White disait bon bah là vous avez le combat Costa contre Khamzat Chimaev, le gagnant à la prochaine. Voilà, je veux juste être dans une situation où nous on peut se projeter, nous on peut s'investir aussi, parce que vous le savez là aussi, ce que je dis aujourd'hui avec Belal Muhammad, c'est ce que je dis en septembre 2023, et quand je dis ça, c'est exactement ce qui s'était passé avec Kamaru Usman, où il y avait beaucoup de gens qui nous disaient avant son combat pour le titre contre Tyrone Woodley, on était en mode tout le monde s'en fout de Kamaru Usman, mais c'était une réalité. À l'époque, tout le monde s'en foutait. Ensuite, il a enchaîné les victoires. Il y a eu aussi ce fameux Dos Anjos contre Demian Maia. Il a enchaîné les deux. Et là, même Dana White est passé de putain, t'as dit que t'étais à 30%, plus jamais tu redis un truc comme ça, parce que quand tu combats pour moi, bah t'es à 100%, t'es pas à 30% parce que les gens payaient tout. Il a enchaîné les deux et Dana White aussi s'est mis derrière lui. Donc, Belal Muhammad, il suffit qu'il y ait 2 performances, 2 call-out un petit peu énervés, et là, tout le monde va un petit peu plus s'intéresser à lui. Et je fermerai la parenthèse en utilisant également l'exemple de Khabib Nurmagomedov, où avant l'UFC 205, où il y a Conor McGregor, les débuts de l'UFC au Madison Square Garden, et avant son call-out légendaire et sa performance contre Michael Johnson, globalement, je dis ça globalement parce que il y a bien 2-3 fins connaisseurs parmi vous, à part vous, tout le monde s'en foutait de Khabib. C'est jusqu'à ce call-out légendaire que tout le monde s'est dit oh putain, c'est le mec du Kyrgyzstan qui est complètement chaud. Donc tout peut changer très très vite à l'UFC. Voilà Big Rusty, c'était beaucoup trop long comme parenthèse, mais ça permet de vous mettre un petit contexte sur cette catégorie welterweight et où tout peut basculer d'un événement à l'autre. D'ailleurs, Dana White, lui, il s'en est pas privé de dire, pour parler de Kamaru Usman, de dire c'est le meilleur welterweight de tous les temps. La petite crotte de nez, tu sais, tu peux pas t'empêcher de la noter quand même quand elle passe, parce que bah, évidemment, jusqu'à maintenant, jusqu'à preuve du contraire, ça reste quand même Georges Saint-Pierre. Mais voilà, c'est Dana White, il faut vendre et c'est le game. Mais ouais, bah j'ai pas grand chose à rajouter, si ce n'est que quand même, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, je sais pas si j'ai pas envie d'agree to disagree par rapport, tu sais, au deuxième combat Ousmane-Edwards, parce qu'en vrai, je suis d'accord avec toi sur le fait que mentalement, il était peut-être pas complètement là, mais en tout cas, le combat qu'il a livré quand même Ousmane et toutes les tentatives de takedown et qui ont été magistralement arrêtées par Léon, quand même, je trouvais qu'on avait appris pas mal de trucs à ce moment-là et qu'il était intestable sur la lutte et tout, et Léon Edwards, tu vois. J'attends de voir. Je te dis, j'attends de voir contre Colby. Ah, t'es pas convaincu? Ah, pas du tout. J'attends de voir contre Léon Edwards. Je vais te dire pourquoi je suis pas convaincu. Wow. Je vais te dire pourquoi j'étais pas convaincu. Parce que pour moi, oui, c'était impressionnant. Mais qu'est-ce que Ousmane pouvait faire d'autre? Parce que tout le monde, enfin, même lui, il a dit après le combat, enfin, tu viens de te faire mettre un KO qui va entrer dans l'histoire, peut-être top 10 plus gros KO de l'UFC en termes d'importance. Il était à ça, Ousmane, de devenir le recordman de victoires consécutives à l'UFC. Enfin bref, un KO pour l'histoire. Tu viens de te prendre ce KO-là. 6 mois après, t'affrontes le même gars. Debout, est-ce que tu vas avoir la même confiance? Bah non. Donc il te reste... Donc t'as plus l'aura qu'Ousmane avait de se dire bah tu sais, tu surfais sur le KO contre Masvidal, même sur le KO contre Gilbert Burns, parce que forcément bah ça a disparu. Toi t'y penses, toute la salle y pense, tout le monde est en train de dire headshot dead. Donc debout, c'est plus le même délire. En plus, t'as cette peur quand même assez constante de te dire je peux me reprendre ce head kick là. Donc il te reste cette domination lutte qui certes t'avait servi lors du premier combat, mais t'avait servi parce que
t'avais fait des progrès considérables en anglaise, et donc tu pouvais, à chaque fois, le gars avait cette peur de la lutte, mais en plus de se dire, le mec peut m'allumer en jab. Là, aujourd'hui, t'as plus ça. Donc je pense que Ousmane était un petit peu forcé de faire ça, et c'est vrai que dans toutes les tentatives qui étaient repoussées, il y a pas mal de fois où on se disait c'était un peu téléphoné entre guillemets, et il n'y avait pas le même danger debout non plus pour Edwards. C'est pour ça, tu vois, que je suis dans une situation où oui, c'était impressionnant, mais impressionnant dans une situation où tu sais exactement ce que l'autre gars va faire. Et je pense que Edwards était plus perdu, ou en tout cas gêné, comme lors du premier combat, alors que contre Covington, et c'est pour ça que moi je vois quand même Edwards au regard de ce qu'il a fait contre Ousmane, mais où pour moi ce sera une autre performance, et Covington sait faire les deux, mais surfe sur cette confiance de chaque fois que je mets la pression et chaque fois que j'envoie du volume, les mecs ne peuvent pas m'arrêter, et qu'aujourd'hui, à part Ousmane qui a réussi à stopper ça, personne n'arrive à stopper Covington. C'est stylé parce que tu sais que là, j'ai l'impression d'être genre en bac de français ou en examen, que c'est moi l'examinateur, que je t'ai poussé sur un texte que tu avais lu pour être sûr est-ce qu'il m'embrouille ou est-ce que machin, et là tu m'as fait une réponse. Personnellement, je te mets 18. Hein. Oh merci. Parce que merci prof. Là le raisonnement il y a pas beaucoup de failles. Merci prof. Non mais donc du coup voilà, c'est pour ça que pour moi la réponse sera vraiment le combat contre Colby Covington, mais voilà, et que contre Ousmane, c'est vrai que là aussi tout dépendra de la prochaine performance de Kamaru Ousmane, et si on est vraiment dans une situation déclin ou pas. Quoi, t'as envie de te marier ou pas? Non, pardon. Je fais des trucs bizarres. T'étais comme ça. Et donc tout dépendra de la prochaine performance d'Ousmane pour qu'on se dise oui déclin ou pas, parce que s'il explose un autre gars, je pense que les compteurs seront mis à zéro, on sera ok. C'était donc face à Leon Edwards qu'il y a bel et bien eu un traumatisme, et donc là il est de retour un petit peu au top. Big Rusty, je pense qu'on a terminé. Je crois bien. Un peu mon neveu. Ça me laisse le temps d'aller choper Oli. Choper Holy Moly, sponsor de la sueur. Petite révolution dans les boissons énergisantes. Absolument. Ouais. Holy Moly, ça c'est le thé. Big Rusty, il a les boissons énergisantes, donc c'est en poudre, donc bien plus écologique que les boissons habituelles. Made in Allemagne, super packaging Big Rusty. Avec le code La Sueur 5, vous avez 5 euros sur votre première commande. La Sueur 10% sur vos commandes récurrentes. Et puis, bien évidemment, que serions-nous sans notre sponsor historique? Rien du tout. MyProtein, MySweetPea, moins 30% sur tout MyProtein avec le code La Sueur. Combien de temps qu'on est avec eux? Ça fait 2018, je crois, Big Rusty. 2019 ou 2018, ouais, le tout premier sponsor du podcast La Sueur. Donc franchement, c'était pas. Merci. Ah ouais, c'était avant même Jetronomie. Ouais, je crois. Avant Jetronomie, je crois, ouais. Avant les savons, je crois, ouais. Purée. Putain, MyProtein, quoi. Ouais. MySweetPea.